Voilà, c'est toujours extrêmement dur de couper comme ça la parole, de limiter. Ce livre contient ce dont on vient d'avoir l'exposé très brillant et très high speed. Quelque part, il y a en effet beaucoup à lire, beaucoup à discuter. Nous arrivons maintenant dans la dernière partie. C'est la partie qui s'ouvre au public avec vos questions. Je vais demander à chacun des membres du panel de prendre leur place parce que on va essayer de faire un exercice de dialogue citoyen bien réglé. On va faire circuler pour ceux qui voudraient prendre la parole un micro. Oui, allez-y. Et vous serez très gentil de formuler votre question en nommant d'abord la personne à qui vous adressez cette question, parce que sinon, on risque de s'y perdre. Jean-Pierre va, avec ses bons yeux que je n'ai pas, va repérer la personne qui voudrait poser une question. On aurait dû prévoir 2 ou 3 larrons pour lancer le débat. C'est toujours difficile, la première question. Qui veut? D'une main bien haute. Qui veut poser la première question? Oui. Je viens jusqu'à vous parce que je vous ai vu le premier. Merci, mais je ne sais pas à qui je dois adresser cette question, qui est la suivante. On s'en prend sans cesse aux trafiquants, et spécialement aux passeurs. Alors d'accord pour stigmatiser les passeurs violents, cyniques, qui travaillent en Libye, par exemple, mais les passeurs qui travaillent chez nous, qui sont les seuls recours de tous ces malheureux migrants que nous hébergeons, nous sommes une famille d'hébergeurs, mais nous constatons que c'est la seule aide que nos braves migrants peuvent avoir ici en Belgique. Et petit exemple très concret. Un passeur, donc organisé, ici en Belgique, demande en moyenne 1 000 € pour travailler. C'est un forfait qui est, je vais dire, à vie pour le migrant qui a fait appel à lui. Le migrant peut demander de recommencer l'opération avec ce passeur des dizaines de fois. Et lorsqu'il en a marre, lorsqu'il se rend compte que le rêve de l'Angleterre, c'est l'utopie parfaite, et qu'il est complètement dégoûté, eh bien nous avons le cas personnel d'un migrant qui était chez nous, qui est allé s'adresser à son passeur. Je t'ai payé 1 000 € à l'époque, j'en ai marre, je ne veux plus essayer, veux-tu bien me rendre mon argent? Eh bien le passeur lui a rendu 900 €. Je trouve ça beaucoup plus honnête que certaines politiques fiscales de la Belgique, par exemple. Merci. Alors, il me faut un volontaire, ou 2 ou 3. Oui, allez-y. Frédérica. Non, merci. Je sais pas si ça fonctionne. Oui. Vraiment, merci pour ça. Parce que je pense que dans les discours, un peu les discours généraux, les passeurs, c'est un peu les boucs émissaires, non surtout dans les politiques européennes. Alors, il y a 2 choses à dire. La première, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que les passeurs, c'est souvent des acteurs humanitaires, dans le sens qu'ils aident, ils pourvoient des services, et donc ils aident les gens. Et autre chose très importante à dire, c'est que l'économie du passage se renforce par le contrôle des frontières. Et donc les passeurs, toute cette économie de contournement des frontières n'est pas... elle est étroitement liée au contrôle des frontières. Et il y a vraiment une interdépendance entre les deux. Donc, si on veut éliminer les passeurs, ou on veut éliminer les marchés illégaux, l'économie qui se met autour de ces dépassages, il faut travailler sur le contrôle aussi, surtout. D'autres interventions peut-être? Oui, merci. Je vais compléter en disant qu'effectivement, moi, je n'utilise pas le mot passeur. J'utilise le mot trafiquant quand je veux condamner l'acte et la personne. Parce qu'on parle de trafic d'êtres humains et donc d'exploitation de la personne, à distinguer de l'aide à l'immigration irrégulière et de l'aide humanitaire notamment apportée à l'immigration irrégulière. Un employeur qui donne un travail, un emploi à quelqu'un de sans-papier fait une aide à une immigration irrégulière, mais n'est pas nécessairement un exploitant à partir du moment où un salaire est payé et qu'une protection est accordée contre des accidents du travail. Par exemple, un propriétaire qui loue à un prix décent un bien décent
fait de l'aide à l'immigration irrégulière sans enrichissement et sans exploitation de la personne. C'est vraiment le module, le duo enrichissement, vraiment un but de lucre, mais pas juste vivre décemment. C'est s'enrichir sur un business qui exploite les vies humaines ou les forces humaines. C'est là le gap entre mal et moins mal. Et effectivement, le procès de la solidarité, les procès de la solidarité, puisqu'on est à 2 maintenant, nous impose d'essayer de mettre le curseur quelque part. Mais on est bien conscient qu'il y a des réseaux criminels qu'il faut combattre, on est tous pour les combattre, et puis il y a toutes ces personnes, toutes ces fourmis qui assurent la survie des migrants, leur passage vers l'Angleterre, leur survie en leur fournissant un emploi, en leur fournissant un lieu pour être hébergés, de l'aide. Tout ceci, c'est plus l'expression d'une solidarité et une organisation parallèle à un système qui ne donne pas de place à la dignité humaine. Et donc, c'est vraiment les trafiquants qu'il faut condamner. Et effectivement, je rejoins les propos de Frédérica. Pour l'instant, les politiques qui sont menées ne font qu'encourager les trafiquants. Heureusement, il y a aussi des passeurs de vie, d'espoir. Et ceux-là doivent être plutôt encouragés et défendus. Merci beaucoup. Simplement un tout petit mot. Oui, hein. allez-y. Donc, ce qu'il a dit, mais de nouveau, le narratif est extrêmement important et il ne faut pas qu'on verse dans un discours de bisounours, quoi. Et donc, il faut faire attention d'utiliser des termes qui vont justement faire en sorte qu'on distingue correctement, de sorte qu'on ne soit pas tout de suite ramassé en disant, en fait, finalement, vous soutenez l'économie souterraine et la criminalité. Donc, faisons attention de ne pas prêter à la critique. Donc, affirmer des choses me paraît important, mais il faut les affirmer avec les bons mots pour éviter qu'on se prenne une volée de bois vert chez ceux qui ne sont pas de cet avis-là, évidemment. C'est vrai que le dialogue est important. Pour préciser, j'espère que vous êtes satisfait. D'autres? Oui, madame, je cours vers vous. Je fais le relais. Oui, c'est pour Pierre Verbeeren, c'est l'idée du tirage au sort. Je suis un peu perplexe. Que deviennent ceux qui ne sont pas tirés au sort? Et moi aussi, je suis perplexe, Antoinette. Évidemment qu'on est dans une configuration où il va y avoir, et je trouve que c'est important de se le dire, que imaginons qu'on fasse ça pour la seule petite Belgique. Hein, il n'est pas impossible qu'un demi-million de personnes demandent l'asile, donc appliquent, remplissent un formulaire pour demander. Et si on suit les propositions qui sont dans ce livre, nous proposons que nous soyons dans une fourchette qui soit assez similaire à celle de la demande d'asile. Donc, qui est d'un côté la demande d'asile et d'autre côté, sur des masses plus ou moins semblables, la migration dite économique. Donc on serait sur quelque chose comme 15 000 demandes d'asile en moyenne, hein, et 15 000 possibilités de rentrer sur le territoire, avec une nuance près, c'est que, comme l'a dit Soty, il y a 15 000 demandes d'asile, mais il n'y en a que 50% qui sont acceptées. Et donc, on aurait quelque chose comme 15 000 personnes sur 500 000 personnes qui appliqueraient. Alors, je pense que d'une part, il faut monitorer ce système, et peut-être que ce sera un échec. Hein. Mais d'autre part, la grande question est de savoir si le fait d'avoir 15 000 chances sur 500 000 est suffisamment significatif pour une personne pour qu'elle choisisse que son parcours migratoire passe par cette loterie. C'est ça la question. C'est comment faire, justement, pour éviter qu'on soit dans un mécanisme où, si tu veux migrer pour des raisons économiques, tu n'as aucune autre solution que de te retrouver pris dans des filières que tu maîtrises mal. C'est ça l'enjeu. Est-ce que les chiffres qu'on propose, est-ce que la réalité telle qu'elle va se mettre en place sont de nature à faire en sorte que les personnes qui décident de migrer, qui veulent migrer, choisissent ce chemin-là? Il va falloir monitorer, évidemment, ça. C'est un système qui existe encore partiellement. C'est le système de la Green Card aux États-Unis, pour une partie de cette Green Card. Est-ce que c'est génial? Non. J'ai une question concernant la démographie. Vous avez parlé que le taux de naissance, si c'est moins de 2, bien sûr, la population va diminuer, c'est bien sûr logique. Et c'est pas, je dois dire, c'est pas neuf ce que vous venez de dire, parce que c'est
connu, pour ainsi dire. Mais je ne comprends pas, parce que si on regarde dans le passé, quand la population a diminué, ce n'a pas eu une influence sur la prospérité de la population. Si on regarde au XIVe siècle, la peste qui a pris un tiers ou quelque chose de la population, pas de différence. Si on regarde la Première Guerre mondiale, pas seulement les morts de la guerre, mais bien sûr peut-être 20 millions de personnes dans la grippe espagnole, il n'y avait pas eu ça n'a pas touché la prospérité de la population, au contraire, et on peut dire la même chose après la Deuxième Guerre mondiale. En Allemagne, il y avait beaucoup de morts, bien sûr, et après, il y avait le Wirtschaftswunder. Donc pourquoi maintenant ce serait un problème et pas dans le passé? Thank you for your question. Pas de souci. Il y a beaucoup de choses. On va faire très très court. C'était une remarque basée sur des statistiques. Nous ne parlons pas d'une catastrophe. Nous parlons d'un vieillissement progressif de la société. Il y a entre 5 et 6 millions de travailleurs turcs, des Gastarbeiter, en Deutschland, en Allemagne, et qui font une contribution tout à fait, je dirais, saine et structurée à l'économie allemande, et qui a par ailleurs d'autres raisons d'être florissante. La question maintenant de la peste noire, la Renaissance, etc., c'est quelque chose que je connais parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je veux dire, si vous voulez avoir des églises baroques partout, rien ne vaut une belle peste. Et le fait est que, je suis désolé de devoir vous contredire, mais il y a eu une embellie et une prospérité extraordinaire. C'est quelque chose qui a même inspiré un auteur un peu sulfureux, qui est Gustave Le Bon, qui parlait de l'infanticide, la guerre comme infanticide, une manière de régulation sauvage des populations. Mais le problème n'est pas là. Le vieillissement des populations est un fait avéré. Ce qui fait que vous avez beaucoup de Polonais maintenant qui viennent travailler en Allemagne, et ça se passe très très bien parce que l'Union européenne, en élargissant, c'est une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, en faisant un élargissement en doublant sa surface et sa population, a mis fin de facto à une immigration sauvage qui faisait qu'à Bruxelles, je le sais parce que j'ai une grand-mère polonaise-allemande qui vivait encore à cette époque-là et qui connaissait des tas de choses que moi je ne connaissais pas parce que j'étais à tuer à toi avec tout le monde. Il y avait 200 000 Polonais illégaux à Bruxelles. Mais c'était invisible. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est que nous avons des problèmes de racisme, de xénophobie, d'haine de l'autre, qui fait que quand on peut déceler l'altérité de la personne qu'on a envie de détester, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu des campagnes, un petit peu de dénigrement, c'est du plombé polonais, qui fait que le gouvernement polonais, très, très, très astucieusement, il y a 10 ans ou plus, avait fait une photo poster du plombé polonais qui était une espèce de beau gosse de film. On a beaucoup ri là-dessus. La question que vous posez est une question absolument essentielle. Le vieillissement des populations est un fait. Ce vieillissement des populations fait qu'il y a pas mal de petits boulots. Je crois, Saïd, vous en avez beaucoup parlé. Si on peut se payer des verres d'orange à 1,50 €, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui trime comme des fous pour rendre cela possible. Et ça ne sera pas les Hausfrauen d'Allemagne qui vont aller travailler à cueillir des oranges. Et on a déjà des gros problèmes aux États-Unis avec la politique xénophobe et discriminatoire de Trump, qui fait qu'il y a tout un secteur du capitalisme américain qui fonctionne sur le travail au noir, non rémunéré, non protégé de latinos, qui, tout en votant Trump, commence à s'en mordre les doigts. Donc, résumons. C'est une question dans laquelle les paramètres sont extrêmement nombreux. On ne peut pas en isoler un. Voilà, je ne peux pas faire plus. Je vais faire un petit peu plus encore. Parce que Saïd a parlé des secteurs. Enfin, il faut, au-delà du vieillissement de la population, il faut savoir que la Flandre, qui est dans une situation quasiment de plein emploi aujourd'hui, s'apprête en quelques années à voir 800 000 de ses travailleurs partir à la retraite. Tant mieux pour eux. Il faut juste qu'ils aient une retraite et que donc les caisses soient remplies par d'autres, au-delà des soins qui seront rendus nécessaires. Merci aux sans-papiers et aux femmes sans-papiers, parce que les femmes sans-papiers sont très, très, très demandées pour l'aide aux personnes âgées. Et donc, il y a le niveau démographique, mais il y a le niveau économique, simplement aussi. Mais je sais que Nicolas voulait compléter. Et donc,
très rapidement, j'ai insisté dessus dans ma présentation tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas séparer la question migratoire de la question du modèle de société. Et c'était dans les conclusions de Pierre aussi. Et donc, il y a la question migratoire, il y a la question de notre modèle économique et social, il y a la question de la justice fiscale, il y a la question de la souveraineté alimentaire, etc. Et on doit repenser en profondeur un modèle de société. Et ça va être un modèle de société qui va intégrer cette question des migrations, mais un tas d'autres questions aussi. Parce que quand on prend, par exemple, la question du financement de la sécurité sociale, il y a migration ou pas, il y a une autre question fondamentale qui se pose par rapport à l'avenir de notre modèle de sécurité sociale. On a construit ce modèle sur la croissance. Donc tout le financement de notre modèle de sécurité sociale dans l'après-guerre a été construit sur le fait qu'on allait payer X aujourd'hui et que demain, ce serait facilement remboursé avec la croissance et l'inflation. Or, on sait que, et ce n'est pas le thème aujourd'hui, on a une série de problèmes fondamentaux par rapport à la croissance. De limites des ressources naturelles, de possibilités à prolonger cette croissance, etc. Donc, la question du vieillissement est une question qui doit s'aborder de plusieurs manières, mais il est clair que ça va passer aussi par des gens en capacité de travailler pour permettre un bien-être collectif, et que ça passera aussi par des migrations, parce que le nombre d'enfants que font les gens qui sont sur le territoire belge et européen aujourd'hui va être insuffisant pour assurer le bien-être collectif demain. Donc je pense que ça fait partie des solutions, mais qu'on ne doit pas le prendre tout seul. Oui, je vais poser une question pour l'équipe de Borderline ici. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Une question peut-être un peu plus pragmatique et un peu plus rapide que celle de Madame. Pourquoi ce titre du pacte migratoire au Brexit ? Mais tout simplement parce que nous sommes dans une année électorale et que cette année a été marquée par d'abord les débats sur le pacte migratoire, beaucoup de remue-ménage autour des familles hébergeuses qui hébergent des personnes qui veulent aller en Grande-Bretagne, que le Brexit semble être vu comme une fatalité qui va arriver à un moment où les conditions politiques en Grande-Bretagne seront réunies, et que c'est une opportunité pour nous en Belgique, pour les citoyens en général, mais pour les États de l'Union européenne, à aussi penser l'Union européenne comme une zone de transit. Parce que demain, nos frontières, telles qu'on les a connues ouvertes pendant les dernières années, vont voir une nouvelle ligne imaginaire nous séparer de la Grande-Bretagne. Et dès lors, ça doit être une occasion pour nous et pour toutes les parties prenantes de repenser notre rôle dans l'espace global dans lequel nous vivons. Des personnes veulent aller en Grande-Bretagne, veulent aller en Norvège, veulent aller dans des États il n'y a pas d'autre possibilité physique que de passer par l'Union européenne. Et dès lors, l'Union européenne doit organiser de manière régulière et réglementer le passage de l'espace hors Union européenne vers ces espaces qui quittent l'Union, malheureusement. Merci beaucoup. J'espère que cette réponse vous satisfait. Peut-être d'autres éléments ? Oui. Vous avez un micro. Je vais juste avancer mon interprétation sur le lien entre pacte migratoire et Brexit, comme je l'ai entendu quand je l'ai lu. En fait, il y a, à mon avis, un lien vraiment fort, c'est la question de souveraineté, parce que les deux processus, les critiques au pacte migratoire et le processus Brexit, ont tous ces deux discours où l'enjeu principal a été la souveraineté. Donc l'idée qu'on perd la souveraineté si on signe le pacte et que si on fait partie de l'Union européenne, on n'est plus souverain comme si on ne faisait plus partie de ça. Donc à mon avis, là, c'est vraiment un lien. Je voudrais ajouter une petite chose là-dessus.
que j'avais dit dans mon introduction, c'est que l'économie est aveugle. Si vous pouvez payer, si vous pouvez travailler, on s'en fout. Or, l'origine de la Commission européenne, des institutions européennes, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les premières choses qui ont été mises en commun, c'était les moyens de se faire la guerre. L'acier, le charbon, etc. Et donc, c'était impossible de réconcilier. On a un peu contourné les sujets qui fâchent. De se dire les Allemands sont méchants, les Anglais sont perfides, etc. De toutes les difficultés que Charles de Gaulle a faites à l'Angleterre pour entrer. Donc on s'est mis d'accord sur les choses qui ne fâchent pas. Le pain, le beurre, la PAC, la politique agricole commune. Et là, je rejoins tout à fait Federica, c'est-à-dire que par rapport à cette espèce d'évitement de la politique où tout le monde devient bien gras, si j'ose dire, je peux en parler parce que je suis devenu bien gras moi-même, et on se dit, oui, c'est acquis. C'est-à-dire que notre état de droit, c'est un mol oreiller. On ne réfléchit pas au fait qu'on peut traverser la rue sans se faire attaquer par des racketteurs, qu'on est dans un état dans lequel les garanties de base sont respectées, même s'il y a lieu d'un petit peu de se plaindre de ceci et de cela. Le politique proprement dit, qu'est-ce qui lui reste comme truc? La haine. Ce qui fait que le Brexit, qui a été une immense manipulation médiatique avec des gens comme Farage, etc., on nous confisque notre identité, on nous confisque toutes les décisions sont prises à Bruxelles, etc., etc. Maintenant, les économistes sont en train de compter les pertes sèches que l'Angleterre va subir à quitter l'Union européenne pour des raisons purement économiques. Mais politiquement, l'Écosse, maintenant, elle veut faire sécession. L'Irlande commence à se demander et quoi pour ce qui est de sa frontière avec l'Irlande du Nord. On est donc toujours dans cette question où d'un côté on a une économie aveugle, c'est-à-dire tout le monde va bien à l'intérieur de la forteresse, si vous voulez, et le problème c'est qu'on n'a pas d'âme. Et si on a une âme, ah oui, moi je suis français, les Allemands sont méchants. Pour revenir à des anciens antagonismes, 60 ans de paix, ou 70 ans maintenant, 70 ans de paix, alors qu'on sortait d'une guerre, je dirais, ethnique, qui avait commencé quelque part du temps des Germains et l'Empire romain, qui n'avait jamais arrêté depuis, avec des millions et des millions et des millions de morts. 60 ans de paix, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Schengen, dont le tort est de ne pas s'étendre à la totalité de l'Union européenne, on l'oublie chaque fois. Hein. On ne peut pas circuler partout dans l'Europe, hein, et on circule dans Schengen. Moi, j'ai juste ma carte d'identité. Je n'ai pas de passeport. Donc, moi, je vais que là où je peux être reçu, etc., puis je n'ai pas envie d'y aller. Donc, quelque part, c'est le même problème, parce que c'est le même réflexe haineux qui nous a donné Brexit et qui va faire disparaître l'Europe. Les Flamands et les Wallons et les Bruxellois et les cantons rédimés pourront se taper dessus. C'est comme il n'y a rien à la télé, voilà. Oui, j'ai fini. Y a-t-il une dernière question? Oui, je commence par la jolie dame. Vieille école. Oui, concernant le Brexit, justement, est-ce qu'il n'y aurait-il pas un impact concernant les migrants? Donc, voilà, déjà, pour eux, c'est l'Eldorado. Pour l'Angleterre, c'est la finale, on va dire. Et quand on voit tous les trials, les changes, tous les jours, et maintenant, depuis qu'ils ont entendu le Brexit, ça n'arrête pas au détriment de leur vie. Donc maintenant, au mois d'octobre, est-ce qu'il y aura un impact? Je ne sais pas. Est-ce que ça va... Si je peux donner des éléments de réponse, je pense que l'impact ne va pas être gigantesque. Parce que d'abord, pour rappel, le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l'espace Schengen. Et il suffit de se promener tout le long de la côte du nord de la France, la Normandie, Pas-de-Calais, etc., pour voir à quel point cette frontière est totalement... aujourd'hui devenue une muraille, hein, quand on est au Calais, au Havre, à Cherbourg, etc. Tous les ports sont maintenant entourés de barbelés, et c'était déjà le cas. Et donc le Royaume-Uni paye la France pour empêcher ces migrations. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit, en cas de Brexit, c'est fini. Et puis les Britanniques ont mis de l'argent sur la table et ont dit, bah, nous on paye, et la France a répondu, bah, si vous payez, on continue. Mais donc, l'impact premier... Je te laisse dire ça hors micro. Donc, l'impact sur les migrations de gens extra-européens vers le Royaume-Uni, la frontière, elle est déjà fermée, mais de nouveau semi-fermée, puisqu'on sait très bien qu'un tas des gens que nous avons accueillis ont fini par réussir à passer, parce que c'est la même chose qu'on a dit par rapport à l'Union européenne. Bah, le Royaume-Uni qui est une île aura beau faire tout ce qu'il peut pour s'emmurer, il y aura toujours des gens qui les aideront à passer, soit des passeurs qui le font par volonté de les aider, soit des trafiquants d'êtres humains.
Là où il va y avoir un impact beaucoup plus grand, et le Brexit s'est beaucoup joué là-dessus, en fait, la campagne pro-Brexit s'est jouée là-dessus, c'est le plombier polonais. C'est-à-dire que le gros de la campagne de Boris Johnson, Nigel Farage, etc., s'est fait sur le dumping intra-européen et les migrants issus de l'Union européenne. Et donc là, c'est clair qu'il y avait une série de droits qui existaient pour les citoyens de l'Union européenne d'aller s'installer au Royaume-Uni, qui devraient normalement disparaître. Mais bon, voilà, de nouveau, ça va dépendre de quel accord il y aura, quel accord ou pas il y aura de Brexit. Donc c'est très difficile de dire à ce stade-ci quel va être l'impact. Ouais, parfait. Moi, je serais hyper rapide. En fait, c'est juste que quand je vous ai entendu, on parle beaucoup de justice migratoire, de droit à la migration, mais j'ai lu un bouquin assez daté qui est écrit par George Orwell dans la Dèche à Londres et à Paris, où il explique justement qu'en fait, les personnes qui sont exclues sont constamment en mouvement, doivent aller chercher de l'aide, etc. Et donc, je trouve dans les débats de la migration, le fait de bouger, on n'entend pas suffisamment le fait que le fait de faire bouger les gens est aussi une forme de contrôle social, y compris jouer dans les pays accueillants, c'est-à-dire que tant qu'ils bougent d'une institution à une autre, ils bougent et donc ils ne crient pas. Voilà, c'est simplement cette remarque que je voulais mettre en évidence. Jérôme, tu peux monter le micro tout en haut ? Ah, c'est gentil. Où est là ? Parfait. Enfin, en fait, j'ai plus ou moins bien compris qu'en ce temps, en fait, j'ai pas mal de choses de notre côté. Mais ce que je me demande vraiment, c'est justement du côté de tous les pays d'où viennent les migrants, en fait. Qu'est-ce qui est vraiment fait pour qu'ils aient accès, en fait, à toutes ces réponses, enfin, que justement on nous donne maintenant, mais donc de comment savoir à l'avance, en fait, par exemple, quels passeurs vont être plus bienveillants, ou les chemins à faire qui seront plus sécurisés pour eux, ou les démarches à faire. Je veux dire, on essaye de changer beaucoup de règles ici, mais qu'est-ce qui fait que là-bas, en fait, ils reçoivent toutes ces informations ? Alors, si je peux donner des éléments de réponse aux deux, et puis je passerai. Il y aura sûrement d'autres personnes qui voudront intervenir. Donc, d'abord sur la question de la mobilité comme contrôle social, en fait, donc oui, c'est vrai, et parce que les insatisfaits, les sociologues ont montré que les insatisfaits ont deux solutions. En anglais, on dit voice or exit. Donc, soit vous vous battez pour vos droits, soit vous allez voir ailleurs si vous pouvez en avoir. Et donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'Union européenne peut danser sur sa tête. Les pays d'origine, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, résisteront toujours aux tentatives de signer des accords de réadmission et des machins pareils, parce que malgré l'énorme puissance économique, militaire, financière de l'Union européenne, les pays du Sahel, par exemple, n'ont aucun intérêt à empêcher les migrations et à favoriser les réadmissions et des éléments comme ça, parce qu'en effet, en permettant des voies d'émigration, ils limitent la contestation sociale. Donc, il y a d'évidence un rôle qui est joué là-dedans, dans le fait que les États d'origine, ils ne cherchent pas vraiment, malgré les tentatives des pays de destination, à limiter les migrations. Par rapport à la question de ce qui se fait dans ces pays-là, il y a un tas d'acteurs locaux de la société civile qui mènent des campagnes d'information, et des campagnes d'information qui ne sont pas les campagnes de propagande dont Soty a parlé, qui sont menées par des États comme le nôtre, qui soient à la fois pour défendre les droits humains des personnes qui décident de migrer, mais en même temps pour les prévenir de tous les dangers qu'il y a et lutter contre une émigration forcée. Et je pense en particulier au Sénégal, où avec l'opération 11-11-11, qui est la raison d'être de la fondation de l'organisation pour laquelle je travaille, on finance le REMIDEF, qui est un réseau d'organisations qui travaillent au Sénégal sur les deux angles. Défendre les droits des migrants, dénoncer les politiques de l'Union européenne d'instrumentalisation du gouvernement sénégalais d'une part, mais aussi mener des campagnes d'information, notamment parce qu'il y a des réseaux de mères, de gamins de 18-20 ans qui sont morts en cherchant à atteindre le sol espagnol ou le sol italien et qui s'organisent pour mener des campagnes pour qu'on ne prenne pas la mer comme ça de façon inconsidérée. Maintenant,
je pense que de toute façon, ces campagnes seront toujours vouées à un échec tant qu'on n'ouvrira pas des voies légales de migration, que ce soit celle qui vient d'être proposée par Pierre ou d'autres. Tant qu'il n'y aura comme perspective que des murs, l'information ne suffira pas parce qu'il y a l'appel à une vie meilleure. Bien. Alors, il est déjà très tard. Je voudrais conclure en 1 minute pour ma part, en rappelant que le défi que nous étions relevés était de nourrir votre réflexion, de nourrir vos connaissances également, de manière à pouvoir les prolonger par un acte politique, entre autres au moment où vous déposez le vote dans l'urne. Pour prolonger cette réflexion, je vous ai mis un ensemble de 4 rendez-vous auxquels d'ailleurs certains des participants du panel participeront également dans des dates très rapprochées parce que toutes préparent de la même façon les élections. Je voudrais maintenant vous remercier véritablement très chaleureusement de nous avoir suivis jusqu'ici, remercier très très vivement les différents membres de notre panel ainsi que notre modérateur. Peut-être l'un ou chacune d'entre vous, souhaitez-vous une petite phrase de conclusion ? La même que vous. On va voter dans moins d'1 mois. Il y a des alternatives qui existent. Votez, que ça soit sur ça ou sur d'autres choses, votez en conscience. Et avant ça, affirmons que la démocratie, ça ne s'exerce pas que dans l'isoloir, ça s'exerce en permanence. Et donc, soyons dans la rue le 12 mai, c'est marqué là, pour affirmer le besoin d'une société juste et solidaire. Moi, je ne peux que dire qu'il faut s'informer bien et je suis à vos dispositions si vous voulez d'autres renseignements, des conseils de lecture, des projets d'étudiants. Donc, vous pouvez m'écrire n'importe quoi. Merci. Donc poursuivre le 26 mai, le 12 mai. Et puis je pense qu'une des choses qui a fait en sorte qu'il y ait un débat politique, un débat sur la question migratoire, c'est la citoyenneté active au quotidien. Donc les hébergeurs, évidemment, un travail gigantesque et cette immense capacité qu'ils ont eue et qu'ils ont encore et que nous devons continuer à nourrir, de réchauffer l'institution et la solidarité institutionnelle, c'est de lui donner sens. Donc moi je trouve que c'est extrêmement intéressant ce qui s'est fait là, donc continuons sur la question migratoire à faire œuvre de citoyenneté au quotidien parce que ça empêche évidemment que les migrants soient une catégorie à part dont on ne s'occupe pas et dont les règles s'occupent puisque nous sommes à leur côté au quotidien. Pour ma part, il y a les événements annoncés, il y a les élections, mais il y aura la pré-élection avec d'éventuelles déceptions, mais les combats qui seront portés, menés par les acteurs associatifs qui sont là, mais qui doivent nécessairement être soutenus par les citoyens mobilisés et indignés. C'est impératif. Sans l'action citoyenne, on est déforcé, on l'avait déjà dit à plusieurs. L'action citoyenne, durant cette dernière législature, a été le vrai rempart et nous a permis, nous, associations, de pouvoir œuvrer en étant écouté, entendu et soutenu par les citoyens, et ça c'est essentiel. Donc votez bien, mais au lendemain des élections, continuez de vous indigner et de vous mobiliser. Bon, de ma part, votez vraiment ce qui mérite. Parce que tout simplement, le mot régularisation qui nous intéresse, nous, surtout les sans-papiers, on n'a pas trouvé dans les programmes de toutes les parties. C'est bien dommage. Mais le combat, ça s'arrête pas, ça continue. Alors, je vous invite, bien sûr, suite à la mobilisation de la manifestation nationale qu'on a organisée le dimanche passé, la suite, ça sera une occupation d'un lieu politique
Des sans-papiers, ça sera le dimanche prochain, c'est la maison des migrants. Ça, c'est un. Le deuxième rappel, c'est le 4 mai, il y a le Steenrock, sous le titre de Fêter la musique, pas des centres fermés. Et le 12 mai, bien sûr, la manif. Et merci. Merci à tout le monde. Pour les plus coriaces dans l'immédiat, la table de Diwan est encore prête à vous accueillir si vous auriez encore des questions sur l'action de notre collectif. Bonne soirée, bon retour chez vous, soyez prudents.